on ne peut pas commencer. Ça y est, c'est à nous. Merci de ce jingle dynamisant. Et bonjour à tous. Donc, Elisabeth Laville, j'ai créé il y a 30 ans un cabinet qui s'appelle Utopie, qui est spécialisé sur l'accompagnement des stratégies de développement durable. Et je suis ravie de co-hoster cette table ronde avec BPI France. Entre autres choses qu'on a fait chez Utopie, on a lancé le label Bicorp, le mouvement Bicorp en France. Et je vais partir de là pour introduire cette table ronde sur l'engagement collaboratif et collectif des marques au service d'un avenir durable. Parce que dans le mouvement Bicorp qu'on a donc lancé il y a 10 ans, il y a 2 idées centrales. La première, c'est que Bicorp veut fédérer des entreprises qui ne veulent pas être les meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un principe fondateur dans Bicorp entre les entreprises qui sont membres du mouvement, qu'on appelle l'interdépendance. Et l'idée de ça, si je combine ces 2 idées, c'est qu'à l'encontre d'une idée reçue, il est parfois plus avantageux pour des entreprises engagées de travailler ensemble plutôt que de se faire concurrence sur tous les fronts. Ça peut permettre de partager, de mutualiser des ressources, d'exploiter des synergies, de réduire les coûts ou même d'ouvrir des accès à des nouveaux marchés. Dans cette approche de ce que certains appellent la coopétition, vous vous souvenez peut-être, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle comme ça dans la fin des années 90. Eh bien, l'idée, c'est que cette coopétition, donc, est peut-être particulièrement adaptée, c'est un peu le sujet de cette table ronde, pour faire face aux défis de la transition écologique qui demande souvent de faire évoluer sa supply chain. Or, si vous voulez faire évoluer vos fournisseurs, comme en général, ils ne travaillent pas que pour vous, c'est peut-être plus facile de vous allier à certains de leurs autres clients, de mener des projets de R&D et d'innovation qui demandent des économies d'échelle. Là, à nouveau, tout seul, parfois, ça ne vaut pas le coup. De réduire les émissions de CO2, évidemment, de réduire le gaspillage. Ça peut demander, par exemple, à mutualiser des ressources, mais aussi des déchets, pourquoi pas des compétences, des usines, des actifs. Et un dernier point qui peut être un point intéressant sur la collaboration, on en parlera tout à l'heure avec 1083 notamment, c'est quand on veut faire évoluer des conditions de marché ou des réglementations en faisant du lobbying. Par définition, si vous faites du lobbying tout seul, vous avez intérêt à être très puissant et se regrouper avec d'autres, ça permet de l'être souvent. Alors, il y a plein d'exemples en amont, en aval. Je vous en cite quelques-uns et puis on va évidemment creuser ça avec les intervenants de cette table ronde. Exemple, Picture, dans le textile, s'est associé à Decathlon pour faire passer son filateur turc, leur filateur turc, aux énergies renouvelables. Exemple, Opaline, qui est une entreprise de jus de fruits en Suisse, a fait le choix de la cofabrication depuis 2013 en produisant ces jus de fruits sur le site industriel d'une coopérative agricole qui s'appelle Biofruits, qui est à côté. Donc celle-là, elle partage l'usine. Autre exemple, depuis 2005, dans le Sud Finistère, il y a un GIE, un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Chargeurs Pointe de Bretagne, qui regroupe plus de 80 membres aujourd'hui, qui sont des industriels, des transporteurs, des opérateurs logistiques. L'objectif, c'est de mutualiser les moyens de transport pour réduire les coûts et réduire les émissions. On connaît, puisque je parle de mutualisation logistique, l'exemple de Too Good To Go, qui mutualise la logistique entre des restaurants, des supermarchés pour proposer leurs invendus à prix réduit aux consommateurs. Tout ça demande une subtilité logistique pour arriver à garder un prix réduit. Et puis, tu nous en parleras peut-être Thomas tout à l'heure, Loom et Picture et 1083 d'ailleurs font partie de 600 marques, je crois qu'il y a aujourd'hui, textiles, qui sont rassemblées dans un collectif qui s'appelle En Mode Climat, dont l'objectif est d'obliger le secteur textile à faire beaucoup mieux que la fast fashion en passant par la réglementation. On en parlera aussi tout à l'heure. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de ce sujet qui est absolument déterminant et en fait assez nouveau. C'est probablement aussi une des nouvelles pratiques que la RSE, le développement durable, l'engagement, l'impact, bon bref, quelle que soit la façon dont on l'appelle,
amène sur les marchés. Aujourd'hui, on a 4 intervenants qui illustrent une diversité de secteurs, et c'est ça aussi qui est cool dans cette nouvelle pratique, c'est qu'elle se répand dans plein de secteurs. Mathieu Paton, à ma gauche, est team leader et designer chez Interface, leader mondial des dalles de moquette de bureau et surtout leader historique de l'écologie industrielle et de ce qui fait désormais rêver les entrepreneurs responsables, le changement à mi-parcours de son modèle économique. Vous nous en parlerez. Gilles est président de Chamatex Group, une entreprise française spécialisée dans d'autres textiles, j'allais dire, techniques depuis 1980. Il va nous parler justement de son expérience ASF 4.0, une usine qui est implantée en France avec une myriade d'acteurs. Je parlais des usines partagées tout à l'heure. Olivia Guernier, vous êtes directrice communication affaires publiques de la FEBEA, qui est le syndicat de l'interprofession du secteur cosmétique, qui développe plusieurs actions collectives avec ses membres, notamment autour des gros défis du secteur, en particulier les emballages. Et Thomas, tu es fondateur et président de la marque de jeans 1083 que j'ai déjà citée, une marque qui veut prendre à rebrousse-poil, si j'ose dire, ou à rebrousse-fibre toutes les règles de son marché, y compris sur ce sujet de la coopération avec les concurrents. Donc, ça va être super parce qu'on va avoir plein d'exemples différents de mutualisation et de coopération entre concurrents à tous les stades de la chaîne de valeur. Et du coup, je propose qu'on suive les stades de la chaîne de valeur et qu'on commence donc de l'amont à l'aval et pour essayer de trouver les opportunités de coopération, de collaboration qui sont cachées dans ces chaînes de valeur. Et on va commencer avec vous, Mathieu. Donc vous êtes chez Interface, et Interface a collaboré avec beaucoup d'autres structures, notamment sur le volet, puisqu'on est en amont de la chaîne d'appro, sur le volet de l'approvisionnement en matières premières, notamment avec un programme qui s'appelle Networks. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principes, la genèse, l'histoire, et aussi ce qui s'est passé en termes de collaboration avec une autre structure qui, en l'occurrence, n'est pas un concurrent, mais un fournisseur, si je crois bien. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que ça fonctionne? Ah non, alors ça ne marche pas du tout. Il doit y avoir peut-être un petit truc. En attendant, je vais essayer de le régler. Je vous passe celui-là. Merci beaucoup. Je pense que ça marchera mieux. Du coup, moi, je travaille pour Interface. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du programme. Ça marche pas? Si, ça fonctionne apparemment. Non, mais ça fonctionne apparemment. Oui? Vous êtes au-delà du troisième. Ouais, c'est pour ça. Mais moi, j'ai une voix qui porte. Ouais, je ne sais pas. Bon. C'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux. Ouais. Comme ça, c'est mieux? Ah ok, donc en fait il faut vraiment se rapprocher du micro. J'ai pas spécialement l'habitude des micros, désolé. Donc oui, moi je vais vous parler du programme Networks et vous verrez qu'à travers ce programme, je vais inévitablement parler de partenariat, puisque évidemment il nous a fallu des partenaires pour monter ce programme. Donc Interface a eu une démarche environnementale depuis les années 94 et Networks est une des étapes de cette démarche environnementale. Et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle a aussi un côté humain et social. Et c'est pour ça qu'on aime bien la partager. Donc Network, c'est un projet qui est né en 2008 quand on a commencé à rechercher des gisements de matières premières pour la fibre de nos moquettes, qui était à cette époque-là la plus polluante dans les composants de la moquette. Entre 2008 et 2011, on a identifié les filets de pêche comme une ressource qui pourrait servir d'alternative à des matières premières vierges. Et donc notre idée venant de là, elle est assez simple, c'est de récupérer ces matières premières polluantes dans les océans pour les utiliser dans nos moquettes en tant que matière recyclée. Alors vous voyez bien qu'entre cette idée qui est pourtant simple et la réalisation, il y a quand même tout un monde. Parce que nous, en tant que fabricants de moquettes, on n'avait pas forcément les réponses à toutes les questions qu'on se posait. Donc comment identifier les gisements les plus prolifiques, comment aider les populations pour récupérer ces filets de pêche, comment retraiter ces filets de pêche pour les retransformer en fibres. Il nous a bien fallu des partenaires pour mener cette démarche à bien. Et c'est là qu'on a commencé. Alors il y a 2 partenaires principaux. Le premier, c'est la ZSL, Zoological Society of London. Donc ce sont eux qui nous ont aidés à identifier un premier gisement aux Philippines et à monter tout un programme en partenariat avec les populations locales. Donc on a accompagné les pêcheurs pour qu'ils puissent venir récupérer ces filets de pêche, les collecter, et ensuite, une fois qu'on a collecté ces filets de pêche, on a travaillé avec un second partenaire, qui est notre fabricant de fibres, comme le mentionnait Elisabeth, qui est Aquafil,
Et Aquafil a été en capacité d'innover pour créer une fibre qui s'appelle Econil, qui réutilise ces matières premières plastiques pour la fibre recyclée. Donc voilà, en tant que fabricant de moquettes, ça nous aurait été absolument impossible de mener ce projet à bien tout seul. Et donc c'est là que la collaboration a été particulièrement importante dans ce projet, voilà, qui est une réussite et qui a été développée ensuite dans 2 autres localisations, le Cameroun et l'Indonésie. Donc en quelque sorte, vous payez les pêcheurs pour qu'ils pêchent des filets plutôt que des poissons. Exactement, parce qu'en fait, ils n'avaient plus de poissons à cause de la pollution des filets. Donc en fait, on leur oui, parce que fourni d'habitude, ils les recyclent pas, ils les jettent sur les plages, Exactement. ils les jettent dans l'eau, etc. Dans l'eau C'est ça. directement. Ouais. D'accord. Et est-ce que du coup, Aquafil vend cette fibre à des concurrents d'interface? Cette fibre Econil, elle est disponible pas seulement pour les concurrents interface, mais pour tout le marché du textile. C'est une fibre qui est utilisée par exemple par Prada ou Adidas. Voilà, c'est une fibre qui est née, c'est une innovation qui est née de ce désir de recycler des filets de pêche. Voilà, donc on est... Et donc du coup, vous rachetez les filets et vous revendez la matière première à votre fournisseur avant de lui racheter le... On lui renvoie les filets de pêche qu'il réutilise dans sa démarche. D'accord. Le bilan quantitatif qui est fait sur parce qu'on ne se rend pas trop compte comme ça, est-ce que c'est une initiative avec du volume? Parce que du coup, ça a l'air assez compliqué. Quand même. Alors, entre 2011 et 2021, on a récupéré 300 tonnes de filets de pêche. On a accompagné 2000 pêcheurs pour avoir des revenus alternatifs. On a dépollué 5000 hectares et je crois que ça fait à peu près 60 000 personnes qui ont bénéficié de près ou de loin de... Et la gamme du coup qui est faite, c'est une gamme qui est faite chez vous avec. C'est la plupart des gammes utilisent la fibre Econil, qui est une fibre 100% recyclée et qui contient ces filets de pêche, mais pas uniquement parce que c'est pas suffisant. Mais il y a une gamme spécifique qui s'appelle Networks, c'est ça? Il y a une ou c'est le nom gamme du spécifique projet qui s'appelle Net Effect qui reprend des effets de mer, mais c'est pas tout à fait, c'est pas uniquement des filets de pêche. Voilà. Ok, très bien. Merci. On va passer à Thomas. Je sais pas, tu as un micro, a priori, on va voir s'il marche. Il paraît qu'il faut le mettre bien sur le menton et parler bien fort. Sinon, tu peux prendre celui-ci. Avec 2 micros, ça devrait le faire. Donc, on va changer, de rester sur le fil, si j'ose dire, mais changer de marché textile. Avec 1083, toi, tu as depuis le début plusieurs projets de collaboration à ton actif. Je pensais à des projets dont tu vas peut-être parler, comme l'Impossible ou le tissu infini ou Mon Coton, etc. Voire même sur le développement des collections. Je regardais d'ailleurs en préparant cette table ronde, il y a pas mal de contenu en fait sur votre site maintenant autour de cette idée de la collaboration un peu différente. Je cite: depuis toujours 1083 carbure au partage de savoir-faire. Collaborer avec d'autres marques nous fait à chaque fois grandir ensemble. Et donc c'est vrai que pour relocaliser toujours plus d'étapes de fabrication des jeans en France, parce que c'est ça la mission de 1083, et participer à la reconstruction de la filière textile en France, tu t'appuies sur beaucoup de partenaires, il y a plein de collaborations. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples, commencer, y compris avec des concurrents du coup, mais pas que, peut-être forcément? Oui, en fait, effectivement, la collaboration, pour nous, la coopération, c'est le meilleur moyen de faire bien et vite et mieux que si on est tout seul. Après, on n'oppose pas la coopération et la concurrence, parce qu'en fait, pour nous, la coopération qu'on met en œuvre, c'est le meilleur moyen de concurrencer ceux qu'on veut vraiment concurrencer, qui ne seront jamais nos collaborateurs. On ne fera jamais de collab avec Shein, avec Kiabi, avec des trucs qui font de la fast fashion ou du vêtement pas cher. Et en fait, le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour faire mieux qu'eux, pour séduire des consommateurs, c'est de le faire avec des gens qui nous ressemblent un petit peu. Donc effectivement, avec des marques de jeans ou d'autres marques de mode qui fabriquent en France, on travaille beaucoup sur des projets parfois visibles, parfois invisibles. Avec le site français, on a fait un maillot de bain infini, donc un maillot de bain recyclé, recyclable et consigné, suite à une expérimentation qu'on a fait de jeans recyclés, recyclables et consignés qu'on récupère en fin de vie. Avec nos confectionneurs, on collabore aussi, puisque du coup, ils nous apprennent le même métier qu'eux, c'est-à-dire qu'on est devenu confectionneurs grâce à nos sous-traitants, dont on est devenus les confrères et non plus les clients, parce qu'ils nous ont appris les métiers. En échange de ça, on a parlé beaucoup d'eux, pour qu'ils se fassent connaître auprès d'autres marques que nous, ce qui permet eux aussi de dérisquer leur propre production, avec pas un seul client 1083, mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 clients, grâce à la communication qu'on a fait d'eux. Donc en fait, on a fait de nos différences
des complémentarités qui nous structurent réciproquement. Qu'est-ce qui est compliqué du coup, puisque tu pratiques beaucoup cette collaboration avec des concurrents, qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce que tu recommandes aux entreprises qui voudraient faire la même chose? Ce qui est compliqué, c'est de garder le lien. Pour moi, la coopération, c'est comme un couple. C'est vrai que ça peut être merveilleux au début, puis après, ça peut être une catastrophe à la fin. L'inverse arrive aussi ou et pas? l'inverse arrive. Est-ce que l'inverse arrive? Oui, je pense. Oui. Non, mais en vrai, c'est toute une question de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des intérêts convergents, et puis ça se passe super bien. C'est vraiment la coopération idéale. Et puis à un moment donné, une personne change, ou alors un enjeu stratégique change, ou alors une menace change. Et alors là, ça vient déséquilibrer l'ensemble. Et quand on est tout seul, eh ben en fait, l'équilibre il est plus facile à tenir que quand on est plusieurs. Mais à l'inverse, parfois quand on est en déséquilibre, si on n'a pas quelqu'un à qui se raccrocher, eh ben en fait on tombe. Et donc c'est tout un enjeu de danse comme ça, d'équilibre avec ses fournisseurs, dont le seul moyen qu'on a trouvé nous d'animer, en fait, d'alimenter pour que ça perdure, c'est la communication. Donc en fait, plus on est transparent, plus on donne à voir à nos enjeux stratégiques, plus c'est simple pour nos partenaires d'identifier ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien. Et comme on le dit de bon cœur, en transparence à tous, y compris nos clients, en fait, ça suscite plutôt de la proximité, de la bienveillance, donc plutôt une recherche de solutions que se compliquer la tâche mutuellement. Ça, donc, c'est avec les fournisseurs, mais du coup, avec les concurrents, comment tu fais pour maintenir ce lien? Parce que vous êtes chacun un peu dans votre couloir de nage quand même, avec les enjeux business de chacun. En fait, à partir du moment où moi, j'ai pas de concurrent en France, par exemple. J'en ai aucun. Mais même sur le jean. Sur le jean, en France, il y a 67 millions de jeans qui sont achetés chaque année. Un par an et par personne, c'est énorme. Sur ces 67 millions, il y en a 100 000 qui sont faits en France. C'est 0,15% du marché français. Et nous, on représente un peu plus de la moitié de ces 100 000 jeans. Donc un peu plus de 50 000 jeans. Ça veut dire que sur un marché de 67 millions, on fait que 50 000. Et donc, entre aller concurrencer nos confrères qui font 50 000 ou nos concurrents qui font 66 950 000 jeans, on préfère aller chercher les 66 millions. Et le meilleur moyen que l'on ait pour donner envie aux consommateurs français de quitter ces marques qui importent des produits à bas coût en France, en fait, c'est d'avoir une offre la plus séduisante possible. Et cette offre, on ne l'aura jamais seule. Parce que dans la mode, on ne vend pas un uniforme. On vend certains un style, d'autres un service, d'autres une qualité, d'autres l'ensemble. Mais on ne peut pas répondre à 100% du marché. Donc en fait, ça ne sert à rien de vouloir écraser ses confrères français. Au contraire, on a besoin d'eux pour avoir une offre large, forte et une filière industrielle capable. Donc en fait, dans nos têtes, ce n'est pas du tout des concurrents, parce qu'en fait, sans eux, on grandira moins vite qu'avec eux. Et ce n'est pas de la naïveté, c'est juste du bon sens. Par contre, là où on n'est pas naïf, c'est que cette coopération, elle est au profit d'être vraiment concurrentielle et de prendre le plus de parts de marché possible sur ces marques qui ne partagent pas nos valeurs ou nos intérêts. Et cette coopération qu'on fait, nous, entre gentils, parce qu'on va dire qu'on est les gentils contre les méchants, ils coopèrent entre eux. Enfin, je veux dire, Vladimir Poutine et la Corée du Nord, ils coopèrent en ce moment. Hein. Et pourtant, c'est des méchants. Donc en fait, ce n'est pas réservé aux gentils de l'ESS et aux méchants capitalistes. C'est juste un outil qu'on a. Et tout l'enjeu, c'est de savoir pourquoi on l'utilise. Nous, notre mission, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. C'est de reconstruire une filière en France. Et donc l'outil de la coopération, évidemment, qu'on en use et qu'on en abuse pour faire une équipe la plus large possible avec nos confrères en termes de positionnement de marque, avec nos sous-traitants en termes de production, qu'ils soient tisseurs, qu'ils soient confectionneurs, qu'ils soient coupeurs. On travaille avec eux. Et on a appris ces métiers-là entre-temps. On est devenu tisseurs, on est devenu coupeurs, on est devenu confectionneurs grâce à eux. Et ils n'ont pas perdu de chiffre d'affaires à cause de nous. Au contraire, on a fait grandir le gâteau ensemble. Et puis au bout du bout, il y a la coopération aussi avec le consommateur. Là, par exemple, on va lancer une enquête auprès de nos clients. Chaque année, en fait, on fait une enquête sur les jeans qui ont été achetés il y a 1 ou 2 ans pour avoir un retour à long terme de l'usage des jeans qu'on a vendus. En fait, si on ne crée pas un lien sincère avec eux, en fait, on aura très peu de retours. Alors que s'il y a un vrai lien sincère, en fait, tout le monde sait, y compris nos clients, que les 2 minutes qui vont passer pour nous dire ça s'est bien passé, ça c'était pas bien, ça finalement c'était une initiative qui nous a pas plu ou finalement c'était pas résistant comme on pensait, etc.
En fait, sans eux, jamais on accélérera notre niveau de qualité comme on le fait depuis 10 ans. Et donc c'est vraiment culturel en nous. C'est pour ça que tu l'as retrouvé un petit peu partout sur tout ce qu'on fait. Et ça passe aussi par les savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à transmettre à nos clients nos savoir-faire. On a fait des bouquins avec Erol, l'atelier du jean, pour vous apprendre à créer votre propre jean à la maison. Pourquoi ? Parce que plus on vous transmettra notre savoir-faire, plus vous allez vivre la galère que c'est de fabriquer un jean. Vous allez peut-être essayer, peut-être vous allez mettre 10 heures pour faire un jean qui ne va pas être terrible. Plus vous allez vous dire en vivant ça, qu'en fait un jean ça ne peut pas valoir 20 euros ou 30 euros. Que ça représente un savoir-faire, du temps, un métier. Et donc plus on vous le fait vivre, en étant ouvert et open source sur tout ce que l'on vit, plus on vous rapproche de nous, plus on forme une équipe large, et donc plus on peut gagner des parts de marché contre ces marques qui fabriquent des jeans dans des conditions qu'on ne soutient pas. Les exemples les plus convaincants aujourd'hui dans la myriade de collaborations que vous avez, que tu citerais pour convaincre quelqu'un que ça peut marcher ? En fait, je cherche là, quand est-ce que ça ne marche pas ? À part quand on ne s'entend pas, à part quand il y a une déloyauté, ça peut arriver. Mais en fait, je ne vois pas comment on peut faire moins bien à plus quand on se parle bien. Donc je ne sais pas répondre à ta question spontanément là. Bon, alors je vais en poser une plus difficile. En parler de philosophie. Tu parles beaucoup et de plus en plus de ce que tu appelles la perma-industrie. Donc avec une espèce tu vas nous expliquer ce que c'est, quelle vision de l'entreprise, de l'économie, de l'entrepreneuriat se cache derrière ce mot. Et j'aimerais que tu nous expliques aussi quelle place justement cette collaboration, coopération joue là-dedans. Alors la perma-industrie, c'est une pensée qu'on construit avec des confrères industriels qui fait suite à des années où on cherche à faire mieux et de manière systémique, à créer un monde vraiment durable. Donc qui dure, pas durable au sens blabla. Un truc vraiment durable. C'est malheureux parce que ce mot durable, on est obligé de dire vraiment pour qu'il ait un sens. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc pour chercher à définir ça, le point de base, c'est qu'en fait, notre monde aujourd'hui, notre avenir, il n'est pas défini par des mots précis. Avant, on avait le communisme pour parler du commun, on avait le socialisme pour parler du social, on avait le capitalisme pour parler du capital. Mais là, tous les mots qui définissent le monde de demain, ce sont des mots relatifs. Mais ce n'est pas des mots qui définissent quelque chose. Donc on a l'altermondialisme, on a l'impact. Mais un impact, ça peut faire mal sur les pare-brises, par exemple. On a la transition. Mais la transition, on ne sait pas si on transite pour faire mieux ou pour faire moins bien. Donc on n'a pas de mots, en fait, qui nous polarisent sur une solution d'avenir, alors que ça y est, enfin, depuis le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine, on est polarisé sur le constat que notre monde tel qu'il est construit, il nous amène un peu dans le mur. Donc du coup, on s'est dit, faut qu'on change ça. On aimerait avoir un mot, mais il n'existe pas. On ne pense pas avoir trouvé le bon mot avec la perma-industrie, mais au moins derrière ce mot-là, on a mis des choses qui nous parlent. Déjà, on s'est dit, notre monde à nous, on en parle comme une économie. Mais en fait, si on regarde la Terre vue du ciel, qu'on se met à la place de Thomas Pesquet dans la station spatiale, on ne voit pas des 0 et des 1, on ne voit pas des chiffres. On voit des flux. Des flux d'oiseaux migrateurs, des flux de gens, des flux de bateaux, des flux de produits. Exactement ce qu'on voit dans nos usines, avec des flux de matériaux de production. Si on se met dans le toit de l'usine et qu'on regarde ce qui se passe, on voit des flux. Donc on s'est dit, en fait, c'est vachement plus intéressant de comparer notre monde, la Terre, à une industrie qu'à une économie. L'industrie, c'est quoi ? C'est pas que produire des produits, c'est faire ensemble l'industrie, à la différence de l'artisanat. Et donc on produit des biens matériels, des voitures, des vélos, des jeans. On produit des biens, des services, l'industrie de la banque, de la finance. On produit des œuvres, l'industrie de la musique. Et donc tout ça, c'est de l'industrie au sens filière. Et donc quand on a réalisé que l'industrie, c'était vraiment ce qui nous définissait le mieux, on a cherché quelle était la plus remarquable, la plus durable des industries. Et on a eu le sentiment que le meilleur exemple qu'on ait trouvé, c'était pas l'humanité qui le proposait, mais c'était la nature. Parce que la nature, elle a un produit, c'est la vie. Et son produit, elle, la vie, elle le produit de manière intarissable, quels que soient les éléments, sous terre, sous mer, sur terre, dans le ciel, quels que soient les aléas, que tout soit paisible, qu'il y ait des astéroïdes, qu'il y ait des incendies, des inondations. À chaque fois, la nature, elle arrive à fabriquer son produit à nouveau.
Et donc on a identifié les facteurs clés de succès de la nature pour faire une si belle industrie. On en a identifié 6. Créer et produire inlassablement, partir du terrain, la circularité, s'interconnecter. Donc là, on retrouve un peu de coopération. La diversité. Il n'y a rien de monolithique dans la nature. Ce qui est monolithique finit par mourir. Donc ça ne sert à rien de vouloir avoir le monopole. Ça finit par tuer les monopoles. Et le dernier point, c'est se limiter. Ce qu'on dit très bien à nos enfants, mange pas trop de sucre, mange pas trop de bonbons, parce que tu vas avoir mal au ventre. Bah non, on ne sait pas le faire en business. On veut toujours plus. Mais ça ne marche pas dans un monde où les matières premières sont limitées. Et donc, cette logique-là nous a vraiment inspirés. On y a reconnu tout ce qu'on faisait depuis 10 ans. Et donc, on essaie d'en faire la pédagogie. Ce qui est intéressant pour rebondir sur le thème de cet après-midi, c'est que dans la nature, il y a de la coopération. Une feuille qui tombe d'un arbre, elle va s'interconnecter avec le sol, avec des insectes au sol qui vont la décomposer, qui vont faire la terre dans laquelle va continuer de pousser l'arbre demain. Donc, il y a un côté circulaire et local et interconnexion qui est hyper intéressant, comme la coopération. Mais il y a beaucoup de compétition aussi et de concurrence dans la nature. Les espèces vont concurrencer entre elles et ça peut être vertueux. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre entre la concurrence et la coopération qu'on trouve inspirant aussi dans la nature. Dernier exemple, j'ai mentionné tout à l'heure le collectif en mode climat. Est-ce que tu peux rapidement expliquer de quoi il s'agit ? Oui, en mode climat, c'est une association qu'on a créée avec plusieurs marques qui a été rejointe par des centaines de marques aujourd'hui. Qui vise à accélérer un peu la réglementation sur le textile et la mode en France et en Europe. Parce qu'en fait, en France et en Europe, on bénéficie de règles qui protègent l'état de nos rivières, l'emploi, qui nous protègent de plein de choses que l'on s'impose à nous-mêmes, et c'est très bien, mais que l'on n'impose pas aux pays chez qui on importe nos vêtements. Donc on est un peu naïf parce que du coup, on a organisé une concurrence déloyale qui fait du mal à la planète, puisque la pollution des eaux qu'elles ont chez elles nous nuit à la fin aussi, qui ne tire pas le monde vers le haut. Et donc pour accélérer ça, on s'est dit qu'il faut qu'on allie nos forces pour défendre un intérêt différent de ce que font les grandes marques puissantes qui ont les moyens de s'organiser. Nous, on ne l'a pas seul. Donc en fait, la seule solution pour peser, c'est d'être nombreux et de s'organiser entre tous pour pousser les pouvoirs publics à plus et mieux réglementer. Un exemple, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup trop peu cher de faire de la merde. C'est beaucoup trop peu cher de mettre un vêtement sur le marché dont on sait très bien que rapidement, il va devenir un déchet. Donc en fait, il faut qu'on pousse pour taxer le fait de produire un vêtement de mauvaise qualité sociale, environnementale et locale. Pour ça, il faut le porter. Seul, on n'y arrive pas, mais ensemble, petit à petit, avec l'aide des consommateurs, ça prend tellement de poids que ça va forcément se concrétiser un jour. Merci Thomas. Gilles, on va passer à vous. On va rester dans le textile. Je disais tout à l'heure, vous êtes président du groupe Chamatex qui fabrique des tissus techniques. Vous allez nous expliquer pour quel type de tissu, pour qui, pour quel usage, etc. Et en 2021, vous avez inauguré cette usine nouvelle génération, si j'ose dire, donc ASF 4.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à nouveau, nous expliquer peut-être les spécificités du modèle économique qui est derrière en lien avec notre thème du jour ? Alors bonjour tout le monde, ça marche ? Bonjour tout le monde, ça marche ? Ouais. Ok. Bon, alors, c'est pas très fort, et là c'est mieux. Parler plus fort, voilà, le coller et parler plus fort. Bon, je vais coller et parler plus fort. Bon déjà, Thomas, bravo, parce que je vous dis tout de suite, moi je serais beaucoup moins philosophe, je suis beaucoup plus terre à terre. Et je suis admirateur de qui tu es, avec tout ce que tu dis et tout ce que tu mènes. Donc moi, je suis un peu, comme je dis, un petit peu plus terre à terre. Moi, je suis industriel dans la filière textile, on va dire assez verticale, parce qu'on a des structures qui fabriquent des fils. Donc là, on se rejoint un petit peu. On a des structures qui tissent, on se rejoint un petit peu. On a des teintures. On a une teinture. On a une société qui fabrique des vêtements. Une société qui fabrique donc de la bagagerie de luxe aussi, qui s'appelle Toptex. Et on a deux structures qui fabriquent de l'ameublement, des rideaux. Alors, c'est pas des rideaux, des rideaux techniques, des rideaux également déco. Et on a une structure qui fabrique des chaussures, effectivement, même deux sociétés dans le groupe qui fabriquent des chaussures. Étant donné que
Dernièrement, on a repris la société Insoft qui est basée à Romans et cette société fabriquait les sneakers de Thomas et donc j'ai proposé à Thomas, quand j'ai repris la société, de rentrer au capital. Donc on est associés tous les deux, donc on se connaît bien et on s'apprécie bien. Donc là, la question est plus ciblée sur ASF. Alors ASF 4.0, c'est Advanced Shoe Factory 4.0 pour l'industrie 4.0. Pourquoi cette société est née et comment elle est née? Elle est d'abord née parce que chez Chamatex, on a un textile qui s'appelle Matrix, qui est breveté, qui sert à faire la tige des chaussures. Là encore, je suis un mauvais élève parce que ce sont des chaussures en cuir. Bon, ce sont des chaussures de partenaires aussi. Le tissu Matrix sert à faire la tige de la chaussure avec un haut niveau de performance, de la légèreté, de la résistance, de la respirabilité, de la durabilité. Et petit à petit, ce business a pris de l'ampleur chez nous et on est arrivé jusqu'à fabriquer pour plus de 2 millions de paires de chaussures. Mais toutes les marques, ça rejoint ton sujet, toutes les marques de sport du monde fabriquent leurs chaussures de sport performance en Asie. C'était principalement en Chine, maintenant c'est principalement au Vietnam avec 80% de la production mondiale qui est là-bas. Et c'est vrai que moi ça me démangeait de me dire qu'on tisse tout ce tissu en France et qu'on l'expédie en Asie du Sud-Est pour fabriquer les chaussures et après ça revient en Europe pour pouvoir délivrer les sportifs. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué psychologiquement. Et la vie est faite de rencontres. Et c'est dans les rencontres qu'on fait des belles choses. Et c'est dans le travail collectif qu'on fait des belles choses. Et je suis déjà doublement, voire triplement associé avec Bertrand Barret, qui est le patron de Groupe Zebra, une société lyonnaise qui fait du design, de l'innovation, du marketing. Et avec Bertrand, un jour, on s'est dit, on fera les chaussures. Et sur un salon, il croise des gens de Siemens, qu'il connaissait bien, la direction de Siemens. Et la direction de Siemens lui dit, mais Bertrand, parce qu'il est vraiment dans la chaussure aussi, hein, c'est vraiment un très gros partenaire de Babolat et d'autres belles marques comme Rossignol et autres. Et Bertrand, pourquoi on ne fait pas de chaussures avec des modes automatisés? Avec des modes automatisés. L'industrie de l'automobile est automatisée, d'autres industries sont automatisées, le pharmaceutique, l'alimentaire, et pas la chaussure. Alors, la chaussure, c'est quand même assez compliqué parce que la partie supérieure, elle est souple, donc pour automatiser, c'est compliqué. Et puis la partie inférieure, la semelle, eh ben, même si elle est un peu plus solide, elle est encore souple. Et il lui dit, bah, va voir quand même tout de même mon ami Gilles en Nord-Ardèche et tu verras, il a déjà avancé pas mal de choses avec sa technologie Matrix et notamment un atelier de prototypage rapide. Et donc le mec de Siemens, il vient. Alors je sais pas bien de dire le mec de Siemens. Mon ami de Siemens, il vient. Il s'appelle Maxime. C'est devenu un ami depuis. Et puis il me pose la question, est-ce qu'on pourrait automatiser ensemble la fabrication des chaussures de sport? Je lui dis, écoute, moi je pense que oui. Je pense d'autant plus que oui, c'est que nous, on a un squelette important qui s'appelle Matrix, sur lequel on pourrait commencer à construire des briques et à automatiser. Et le soir même, je lui dis, on va le faire. Et donc on rappelle Bertrand, et donc Siemens, Groupe Zebra et Chamatex, on se pose sur le sujet et on dit, pour faire ça, il faut embarquer des marques. Parce que si on n'a pas des marques avec nous, c'est suicidaire d'aller se confronter au sud-est asiatique qui fait des chaussures de sport depuis 30 ans et que nous, on a perdu tout ce savoir-faire. Donc on a beau avoir de l'ambition, on a beau avoir de la volonté, au moment donné, et le business, il faut des marques. Donc on décide de faire un séminaire et d'inviter 4 marques. Nos partenaires, parce qu'on avait déjà une vingtaine de marques à qui on vendait le tissu et qui fabriquaient en Asie. Et donc, en priorité, Salomon, Decathlon, Puma, Millet et Babolat.
Et on fait un séminaire de 2 jours. Je ne vous cache pas que le premier jour, on a ramé, c'était compliqué. Parce que leur mindset, c'était l'Asie. Et là, on leur proposait de le faire en France, en Europe. Et on ne connaissait pas la chaussure de sport. Donc ça paraissait un petit peu fou. Mais on a réussi à convaincre qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Et le second jour, on démarre le tour de table. Il y a un gars qui se lève, c'est le directeur industriel de Salomon. Et il dit, moi j'y crois. Ok, j'y vais. Ouf de soulagement. Ça entraîne plus tard Babola, ça entraîne Millet. Et ça entraîne également Puma qui dit « Moi, je reste en veille. Je veux voir les chaussures sortir de l'usine. » Et le projet démarre. On fait un business plan. On valide les différentes données du business plan. Et on se dit, allez, on se lance. On crée la société. On crée la société Bertrand Barret et moi-même, avec nos propres données. Et on commence à bosser dessus. Et on arrive sur quelque chose d'assez concret et on se dit à ce moment-là, maintenant il faut concevoir les machines, parce que c'est bien beau. On ne va pas aligner des centaines de personnes, des milliers de personnes à faire des chaussures. Il va falloir automatiser tout ça. À cette époque-là, ma femme me rejoint. Elle était dans l'industrie un peu plus costaud, on va dire, aéronautique, ferroviaire et autres. Elle me rejoint, elle démissionne, elle me rejoint, on débarque from scratch. Et on a démarré, on s'est dit on va partir avec les meilleurs. Donc on a appelé, alors moi il faut savoir c'est que mes 12 premières années de carrière, je les ai fait dans le groupe SEB. Je suis ingénieur généraliste, j'ai fait beaucoup de choses, de la qualité, du développement, du sourcing. Et je me suis rappelé que cette usine qui fabriquait des fers à repasser, dans laquelle j'ai fait mes classes, elle est hautement automatisée. Et j'ai tout de suite balancé mon mindset dans cette histoire. Et je me suis nourri de cette expérience-là. C'est pour ça que c'est important, c'est que ça part toujours d'histoire, tout ça. Et on a construit une usine autour d'une ligne de production qu'on a imaginée pendant le Covid. Tout le monde était arrêté, nous on bossait comme des malades pendant le Covid. Et à ce moment-là, on a dit on a quelque chose de fort, mais une usine comme ça, ça coûte 10 millions d'euros. Donc on a besoin d'actionnaires et on est allé chercher les actionnaires. Et les premiers à être venus, c'est la BPI. Je salue Damien que je viens d'apercevoir. C'est la BPI et c'est d'autres qui sont venus et ainsi de suite. Et là où je pense que j'ai été pas trop mauvais, c'est que j'ai demandé aux marques de rentrer au capital. Et je leur ai dit, écoutez, ce projet, je vais le porter parce que je suis l'industriel du tour de table. Je vais le porter parce qu'il faut toujours un fou qui renverse la table et qui traque tout le monde. Mais je veux des garanties de volume. Des garanties de volume, je veux des garanties de prix et ainsi de suite. Et Salomon, Millet, Babola, ils ont signé, ils sont rentrés au capital. Et aujourd'hui, ils sont au board. Et ça, c'est important. Et si dans ce projet un petit peu fou de relocaliser des choses qui, depuis 30 ans, sont fabriquées en Asie, on n'avait pas eu la puissance de ce partenariat industriel avec Siemens, avec Bosch, et commercial avec Salomon, Babola, Millet, et également financier avec nos amis de la BPI, et j'en oublie d'autres, jamais on n'aurait pu réussir à faire ceci. On l'a fait. En 2 ans, on a fait sortir une usine de terre. Et j'ai quand même cette fierté. Alors, la fierté, c'est le sujet du jour. J'ai cette fierté, c'est que aujourd'hui, on a l'usine qui fabrique des chaussures de sport la plus moderne au monde. Bardée de robots et bardée de petits savoir-faire manuels nécessaires. 50% savoir-faire manuel, 50% lié à l'automatisation. Et sans tout l'historique de Chamatex avec le Matrix, jamais on n'aurait pu réaliser cette prouesse. Alors forcément, ça donne des ailes. Qu'est-ce que... Ben oui, on peut applaudir, on entend, oui, allez-y, on entend ça, on entend.
Rapidement, les enseignements de cette expérience à date, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche et c'est quoi les écueils à éviter pour que si on veut faire bosser ensemble des concurrents? Alors, je vais vous donner une anecdote qui est vraie, et puis mes amis de BPI pourront le confirmer. Le jour où on a signé le statut de la société, Adidas décidait de fermer ses 2 usines en Europe. Le jour même. Vous imaginez les financiers, ils m'ont appelé. Gilles, t'es pas dingue? Donc dans les enseignements, il y a quoi? Nous, on a un petit groupe. Un petit groupe, on était une PME, on est devenu une ETI, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 350 personnes. Vous imaginez par rapport à Adidas, numéro 2 mondial, on ne pouvait pas ne pas réussir. Eux, 2 usines en Europe, alors qu'ils font 500 000 paires, 500 millions de paires par an, excusez-moi, c'est peanuts. Donc si ça ne marche pas, ils changent de business model. Nous, dans le groupe, c'est notre seul business model. Et c'est tellement important avec 10 millions d'investissements que si ça merde, excusez-moi, on embarque tout. Donc, ça ne peut que marcher. Ça veut dire quoi? Matin bonne heure, le soir tard, renverser tous les jours la table. On a galéré pendant 1 an à faire la mise au point. Je vous jure, c'était affreux. Parce qu'on avait 2 ans avant, c'était de l'herbe. On n'avait pas l'équipe. On n'avait jamais fait de chaussures. Personne au monde n'avait fait des chaussures avec un process automatisé. Personne ne pouvait nous aider. On s'est approprié notre process et aujourd'hui, on fabrique des chaussures. Ce mois, on va en faire 5000 et on est en train de faire un vrai ramp-up. Alors tout ça, l'enseignement, c'est que sans le partenariat, c'est impossible. Mais sans la niaque, c'est aussi impossible. Bon, c'est un bon slogan. Olivia, vous pourriez utiliser ça comme slogan à la FEBA. Alors, on peut parfois s'organiser au sein d'un secteur. Vous, c'est le cas, puisque la FEBA, c'est donc la Fédération professionnelle de la cosmétique. Il y a des défis énormes qui se posent à l'ensemble des entreprises du secteur et probablement que chaque entreprise isolément ne peut pas surmonter ou en tout cas ne peut pas résoudre. Quels sont les sujets, sur quels sujets vous initiez ces engagements collaboratifs entre concurrents, ces collaborations entre concurrents, avec quelles applications concrètes? Alors, moi, je travaille dans une fédération, donc c'est par définition des concurrents c'est un groupement de concurrents. Hein. Ce sont des gens qui se retrouvent à des réunions alors que tout le reste de la journée, ils se font une bagarre commerciale féroce. Et pourtant, on se rend compte que sur la transition écologique, ils arrivent à se retrouver, ils arrivent à comprendre comment travailler ensemble. Il y a déjà eu d'autres exemples par le passé, mais là, je vais parler de 2 exemples très concrets qui concernent les emballages plastiques. Pourquoi les emballages plastiques? Il y a 2-3 ans, ils se sont dit on ne peut pas continuer à avancer tout seul, même si on est le leader mondial ou le leader du secteur. À un moment, cette entreprise, elle est grande, elle va investir énormément pour développer par exemple des emballages recyclables, pour que tous ces emballages soient recyclables. Le problème, c'est que si derrière, il n'y a pas un secteur, des concurrents qui viennent alimenter une filière de recyclage, qui viennent commander des emballages recyclables à la supply chain, qui viennent participer à des projets de R&D d'innovation pour développer des emballages recyclables, ça ne marche pas. Donc même le plus grand, même avec tout l'avance qu'il peut avoir, à un moment, s'il se retrouve seul, ça ne marche pas. On a choisi ce premier sujet prioritaire des emballages plastiques pour des raisons à la fois de conviction, puisque c'était en termes de transition écologique une des premières menaces, et puis aussi un peu, je dirais, par pragmatisme, ou même on peut dire par opportunisme. À un moment, les convictions, c'est pas forcément incompatible avec le pragmatisme. C'était aussi le sujet de préoccupation number 1 des consommateurs, des clients, des acheteurs de produits cosmétiques. Et puis, il y avait aussi un risque, on ne va pas se le cacher, un risque réglementaire. On savait qu'il y avait des réglementations qui allaient arriver. Donc, en fait, quand on est industriel ou représentant d'industriel, soit on reste assis en attendant que les réglementations arrivent et on essaye d'y échapper, ou alors après on se plaint parce qu'elles ne sont pas tout à fait adaptées à nos enjeux, soit en fait on prend les devants et on essaye, à travers une démarche volontaire, de montrer qu'on embrasse le sujet et que donc la réglementation, elle ne sera pas nécessaire. Ou alors elle ne nous concernera pas parce qu'on est déjà passé à autre chose. Donc c'est comme ça qu'on a mis tous ces concurrents autour de la table et qu'on a fait un plan
un plan de réduction des emballages plastiques du secteur cosmétique à travers le recyclage, la réincorporation de matières recyclées, le réemploi, etc. Là, aujourd'hui, on est en train de tirer un premier bilan. C'était un plan sur 5 ans. On est à peu près à mi-parcours. On voit ce qui marche, on voit ce qui marche moins. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ce qui marche moins, c'est peut-être même ce qui est de plus intéressant. Ça nous donne des idées de sujets coopératifs à développer, de projets de mutualisation. Et je donne un exemple de ces projets de mutualisation. Pour réduire les emballages plastiques, il faut substituer par un autre matériau. Nous, nos produits, les produits cosmétiques, c'est du dentifrice, c'est du parfum, c'est de la crème de soin, c'est du déodorant. Ce sont des produits qui sont tous à queue ou gras. Donc on est un peu embêté parce que le plastique, c'est quand même super pratique pour contenir des produits à queue ou gras. Mais on s'est dit, il faut quand même trouver une solution pour substituer une partie de ce plastique par, en gros, du papier carton, par de la fibre cellulosique. C'est pas évident de faire un tube de crème en papier carton. C'est facile si vous mettez une espèce de pellicule un peu dégueulasse à l'intérieur, qui va bien marcher, qui va vous permettre d'avoir un tube en carton. Le problème, c'est que quand vous allez le mettre dans le bac de tri, il ne sera pas recyclable parce que cette espèce de pellicule, elle va empêcher de le recycler. Donc, on a lancé un consortium avec une quinzaine de marques cosmétiques de toute taille, et j'insiste sur ça, c'est hyper important qu'il y ait des acteurs de toute taille. C'est vrai qu'il y a souvent des leaders qui sont en avance de phase, mais ils comprennent très bien, et les autres comprennent très bien qu'à un moment, il faut partager l'expérience avec les PME, les ETI, sinon ça ne marche pas. Donc on a créé un consortium qui est en train de, en mettant en concurrence des innovants, de trouver des solutions pour développer des emballages de cosmétiques souples, donc des tubes de crème, des échantillons, des recharges de gel douche, etc., en papier carton. On en est encore au stade de la recherche. Là, on a 15 projets pilotes. Ça va entrer bientôt en phase d'industrialisation. Il y a plein de tests qui sont réalisés, de résistance, de machinabilité, d'acceptabilité par le consommateur. Très important, l'acceptabilité par le consommateur. Et voilà. Et à la fin, quand il y aura une technologie qui sera trouvée, elle bénéficiera évidemment aux membres du consortium qui ont payé, avec d'ailleurs des tickets avantageux pour les PME, mais elle sera aussi ouverte à l'ensemble de l'industrie. Donc ça, c'est un exemple qu'à un moment, quelle que soit la taille de l'entreprise, si elle n'embarque pas toute une filière, ça ne marchera pas. Et une autre des raisons, c'est la réputation. C'est qu'à un moment, et c'est un moment où en fait l'avantage concurrentiel, il y a un moment l'efficacité elle plafonne. Vous pouvez être en avance de phase sur un sujet, vous pouvez avoir développé, je sais pas, une formulation, je reste dans les produits cosmétiques, hyper biodégradable, bien en avance de vos concurrents, ou des emballages effectivement dont l'impact environnemental est très faible. Il y a un moment, si la majorité du reste du secteur et des acteurs, ils n'ont pas cette préoccupation, ou alors ils l'ont, mais ils n'ont pas les ressources pour passer à l'action et passer à l'échelle, la perception des consommateurs sur l'ensemble du secteur, c'est que les cosmétiques, finalement, ils s'en foutent de l'environnement, c'est des produits dégueulasses, les emballages, ils polluent, il y a du suremballage, etc. Et vous, entreprise cosmétique, qui étiez en avance, qui étiez pionnier, qui étiez sincère, qui avait fait des investissements, en fait, il y a un moment, si la réputation de l'ensemble du secteur, elle n'est pas au rendez-vous, en fait, c'est décourageant pour les efforts. Et donc, embarquer l'ensemble du secteur, alors on parle bien sûr embarquer des acteurs qui ont envie. Je ne parle pas d'aller embarquer ceux qui sont très très contents d'aller faire fabriquer en Chine. Bon, en cosmétique, on n'a pas ce problème, tout est fabriqué en France. Mais si vous embarquez pas l'ensemble du secteur, à un moment ou à un autre, ça se retourne contre vous et ça vient diminuer, voire annuler vos efforts. Est-ce qu'il y a une initiative sur le vrac aussi? Est-ce qu'on peut en parler qui me semble un peu similaire à ce que vous évoquiez? Oui, il y a des initiatives effectivement sur le vrac. C'est pas facile de distribuer des produits cosmétiques en vrac. C'est moins facile de vendre une crème de soin en vrac que des lentilles corail. C'est pas les mêmes problématiques en termes de contamination bactériologique, en termes d'utilisation, en termes de sécurité, etc. Donc effectivement, il y a des initiatives pilotes. Des acteurs qui se mettent ensemble pour proposer du vrac en cosmétique dans certains points de vente. Également en parapharmacie. Il y a en ce moment à Paris plusieurs machines de distribution de produits en vrac qui sont faites. C'est des expériences pilotes. Il faut trouver un modèle économique. Il faut convaincre le consommateur sur la durée parce que le vrac, ça séduit beaucoup de consommateurs dans les premiers mois. Puis après ça, on se rend compte que ça plafonne. Il faut qu'il y ait une offre de prix aussi qui soit intéressante pour le consommateur. Bref, il y a plein de
de conditions à réunir, notamment la sécurité du produit, pour pas que vous achetiez un produit qui a été contaminé bactériologiquement. Et pour ça, il faut concevoir des machines, il faut concevoir des usages de remplissage, de nettoyage, et tout ça, ça se fait ensemble. C'est pas un acteur qui peut le faire, c'est forcément multimarque. Oui, ce que me disait Mustela aussi, c'est qu'il faut convaincre les pharmaciens de dédier un espace au vrac et qu'en fait, s'ils le font tout seuls, ils n'arrivent pas à convaincre les pharmaciens. Exactement. En revanche, s'ils disent on est 5, 6, 10 marques et on fait tous du vrac et du coup, ça vous différencie votre pharmacie de celle qui est à 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche, ça peut mieux marcher aussi. Et vis-à-vis du retail aussi, oui, tout à fait. Même vis-à-vis des consommateurs, j'imagine. Le fait qu'il y ait plusieurs marques connues qui s'engagent dans le truc visiblement, ça crédibilise l'offre aussi. Oui, puis c'est la diversifie parce que vous avez, quand vous êtes consommateur, vous avez envie d'essayer, vous n'avez pas envie forcément de faire un choix qui est un choix écologique et responsable, qui vous prive d'un choix de confort, de sensorialité, de diversité des produits, d'adaptation des produits à vos cheveux, à votre peau, etc. Donc travailler ensemble, c'est indispensable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que globalement, vous qui observez du coup un secteur avec une diversité d'acteurs, il y a des petites marques hyper engagées à la FEBA et des très grosses marques non moins engagées, on va dire. Est-ce que vous avez l'impression que globalement, le sujet dont on discute cet après-midi, là, sur la collaboration entre concurrents, c'est un sujet qui évolue, il y a une plus grande prédisposition à ça. Et le cas échéant, est-ce que les enjeux de transition écologique que j'évoquais en introduction changent quelque chose, enfin stimulent cette dimension-là? Incontestablement, pour moi aujourd'hui, le domaine dans lequel on a le plus de projets collaboratifs, c'est la transition écologique, incontestablement. Là, je vous ai parlé des emballages plastiques. On a un projet sur la traçabilité des ingrédients et des matériaux d'emballage. On a un projet sur l'affichage environnemental, on a même plusieurs. On a un projet de décarbonation du secteur pour identifier les leviers mutualisables, les leviers collectifs prioritaires sur lesquels il faut agir pour décarboner. On va, je pense, l'année prochaine, bâtir un projet sur l'eau collectif. Donc, clairement, pour moi, aujourd'hui, le moteur de la coopération, c'est ça. Et aussi bien chez les petits et les gros. Et moi, je suis assez frappée, pour avoir travaillé dans d'autres secteurs avant, assez frappée de la capacité dans le secteur cosmétique de collaborer. Je travaille dans d'autres secteurs, par exemple l'alimentaire, etc., où c'est parfois moins facile. Dans l'alimentaire ? Je trouve que alimentaire, grande distribution, c'est moins facile. Ok, bon, merci beaucoup. Alors, on a normalement 9 minutes 23 pour des questions qui devraient apparaître là, mais là, il n'y en a pas. Bon, alors si vous avez des questions dans les 3 premiers rangs, c'est facile. Les autres, ça peut être facile aussi. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, mais on peut toujours faire circuler celui-ci. Questions, commentaires? Ne vous bousculez pas. Ah, merci. On va vous donner le micro. Bonjour, merci pour toutes ces interventions très inspirantes et le courage, en tout cas relaté par cette expérience d'usine nouvelle montée pendant le Covid. C'est juste que j'ai pas entendu le nom du mouvement pour imposer aux importateurs d'avoir des normes de protection comme celles qu'on se donne. En mode climat. D'accord, très bien. Non, parce que c'est important de soutenir, oui, si j'ai bien compris. De participer, de soutenir, effectivement. Voilà. Il y a un collectif comme ça qui s'appelle En Vérité sur l'agroalimentaire qui milite aussi pour que les marques soient tenues de dire d'où viennent leurs ingrédients, etc. etc. Donc plus de transparence sur les étiquettes. Ces questions de lobbying sont des bons sujets clairement d'engagement collectif en collaboration entre concurrents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, commentaires? Oui, monsieur. On va vous faire passer le micro grâce à la collaboration entre tous. Vous avez compris, il faut le coller sur le menton et tout ça. Non, là, ça marchera moins. Pour le Covid, c'est nickel. Merci, merci pour vos interventions de qualité. On vous entend tellement bien, c'est génial. C'est super, ça marche bien. Vous êtes celui qu'on entend le mieux de cette table ronde. Je vais rester là, je ne vais pas bouger. J'avais une question. On a 3 cas de filières différentes. Comment on se situe, nous, en termes de collaboration vis-à-vis de nos voisins européens? Est-ce qu'on est des leaders? Est-ce qu'on est des suiveurs? Est-ce qu'on est des meneurs? Est-ce qu'on est à la ramasse? Est-ce qu'on est avant-gardiste? Est-ce qu'on est rétrograde? Parce que là, c'est des belles paroles, il y a des belles actes, il y a des belles preuves. Mais est-ce qu'on a une compétitivité quand même qui nous permet d'avoir cette avancée? Parce que on est dans un marché, pas de bisounours, hein, on a quand même une concurrence. Et même si on a des chars
voisins dans le territoire, on a aussi des chers voisins en dehors des frontières. Et des fois, même si on s'entend bien au sein de l'Europe, on aime bien se marcher dessus. Donc je ne sais pas, dans vos secteurs respectifs, comment vous vous voyez en termes de collaboration entre marques par rapport à ce qui se fait en Allemagne ou en Italie ou ailleurs? J'ai l'impression qu'il y a deux questions dans ce que vous posez. Il y a la question culturelle. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre culture entrepreneuriale qui est plus favorable ou moins favorable? C'est ça. Et puis, globalement, parce que vous avez évoqué les sujets de compétitivité, est-ce qu'en fait, les volontés de collaboration s'effacent quand il y a des enjeux trop concurrentiels? Je sais pas qui... Je peux répondre, effectivement. Sur la première partie de la question, alors je ne sais pas si c'est la première ou si c'est la seconde d'ailleurs, sur le Made in France, par exemple, on sait, alors moi nous travaillons beaucoup le groupe avec la société Puma, qui est un numéro 3 mondial au niveau du sport. Ils ont décidé de frapper fort sur le Made in France, et Chamatex Group est son partenaire privilégié sur le Made in France. Donc on a lancé toute une gamme de vêtements Made in France, on est en train de lancer des sneakers Made in France, et demain on va faire des chaussures de sport Made in France avec Puma. Et eux, ils ont une vision mondiale, et ils ont une vision forcément européenne, et ils nous disent que le peuple français, c'est celui qui est le plus sensible au Made in. Il y a d'autres nations où ils s'en foutent. Alors, je ne veux pas vexer, par exemple, les Hollandais, mais les Hollandais qui, depuis longtemps, ont laissé toute leur industrie et sont les rois du commerce, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus fabricants. Donc je pense que le Made in les affecte beaucoup moins. Nous, on commence juste au niveau de l'industrie française à reprendre des emplois. Ça fait des décennies qu'on perd des emplois parce qu'on ferme des usines et qu'on balance tout en Asie. Donc je pense et puis on a plus une population qui est plus importante. Donc on est sensible à ça. Ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, je dévie un petit peu sur ma réponse, mais j'ai un petit peu le temps encore, c'est que moi, si je me bats à faire tout ce que je fais avec mes équipes, à générer des emplois en France, c'est parce que je crois en l'industrie, ça me plaît ce que je fais, mais surtout, c'est que je pense foncièrement au fond de moi qu'un pays sans industrie, il est mort. Et il est mort aujourd'hui, mais surtout, il est mort demain pour nos enfants. Parce que si on a un pays que de services, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question concernant est-ce que les autres, par exemple dans mon business, moi de la chaussure, est-ce qu'ils arrivent à s'associer et à faire ce qu'on fait? Humblement, je crois non. On est aujourd'hui la seule usine de fabrication de chaussures de sport performance en Europe et la seule à avoir réussi à associer des concurrents. Alors du coup, j'ai parlé de Puma, mais parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une ligne pilote. Mais on a un projet beaucoup plus ambitieux qui est de devenir numéro 1 européen. Donc on va doubler la capacité sur notre site historique. On va reprendre une usine en Haute-Savoie pour avoir 4 fois plus de capacité et monter à 1,5 million de paires en Made in France. Et notre projet porte aussi sur l'ouverture d'une usine au Portugal avec 1,5 million de paires supplémentaires pour être capable de produire 3 millions de paires de chaussures en Europe et d'être le leader européen. Je relativise. Nike, c'est 2,5 millions de paires par jour. Merci Gilles de ce témoignage. Olivia, par rapport à la fédération, et peut-être je demanderai aussi le témoignage d'Interface, qui n'est pas une entreprise française. Donc est-ce que cette initiative, elle est facile à faire comprendre en France, ou est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, c'est pas né en France, l'initiative dont on parlait? Vous, sur la fédération, qu'est-ce que vous voyez de vos collègues fédérations européennes? Est-ce qu'ils font le même type de projet? Ils en font plus? Ils en font moins? Ils en font moins. Moi, je trouve qu'ils en font moins. Après, la conscience écologique, on a souvent tendance à se flageller en France, mais on est quand même un des pays moteurs en Europe du Green Deal, de la transition écologique, etc. On a quand même des réglementations vraiment en avance, on est très moteur. Et moi, je trouve qu'ils sont beaucoup moins enclins à travailler ensemble sur ces sujets-là, dans les autres pays d'Europe. Et je ne parle pas des États-Unis, où là, la transition écologique est la dernière des priorités.
Et oui, donc nous, on est une entreprise à l'international, hein, donc c'est un petit peu différent. Néanmoins, on a collaboré avec une entreprise italienne, Aquafil, qui est le fabricant de fibres. La ZSL, c'est une entreprise anglaise. Donc on est vraiment... enfin voilà, ça résonne à l'international aussi, ce type d'histoire. Et nous, localement, en France, c'est des histoires qui ont été très bien reçues et qui sont très bien acceptées par le marché. Et j'ai un autre exemple pour cette partie développement en local. Récemment, on a sorti une collection qui a été dessinée avec les populations aborigènes en Australie. Et donc, on a aussi, bon, c'est pas du Made in France, mais en Australie, sorti une collection dessinée pour les Australiens. Et c'est aussi une histoire qui résonne à l'international, c'est-à-dire qu'on est capable d'amener cette histoire en local, en France, Ouais. auprès des utilisateurs. Donc voilà. On est prêt à recevoir ces histoires. Merci. De Peut-être collaboration. le mot de la fin, Thomas. Toi, tu avais un... Moi, je suis d'accord avec tous. Notamment, je trouve que ce que tu disais, Gilles, avec l'exemple de la coopération, de la culture de la coopération qui est chez nous aujourd'hui, effectivement, je ne le vois pas, notamment dans le jean, dans d'autres pays non plus. Par contre, historiquement, je pense que culturellement, on n'est pas des êtres très collaboratifs en France. Si je regarde l'état du textile d'il y a 5 ans par rapport à ce qu'on était il y a 30 ans, à la différence des Italiens, par exemple, où même là aujourd'hui, si je vais voir un fabricant de machines en Italie pour de la coupe, en fait, je vais me pointer là-bas. Et puis, comme par hasard, en même temps qu'il y aura ce rendez-vous avec ce gars-là, l'Italien va faire venir dans l'entreprise un confrère qui fait le métier d'avant et l'autre qui fait le métier d'après. Et du coup, je vais me retrouver avec... j'y suis allé pour une machine et puis je vais avoir 3 machines, celle qui va avant, celle qui va après. Et pour moi, j'ai l'impression, mais je suis trop jeune dans le textile pour le mesurer profondément, mais quand je vois leur industrie quand même, qui est quand même beaucoup plus forte que la nôtre aujourd'hui, en termes de fabrication de machines, en termes de métier textile, je me dis qu'ils ont peut-être mieux fait équipe, enfin qu'ils ont fait peut-être équipe plus tôt que nous. Par contre, là, nous, on est en train de les enrhumer avec quelques initiatives quand même qui sont assez fameuses en Europe. Ouais. Bon, super. Ça sera le mot de la fin. Il faut qu'on récupère le micro. Ne partez pas avec. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les 4. Et merci à la BPI.